Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la très grande joie d'être aujourd'hui à la compagnie de Fabien Moine, enseignant en santé naturelle, réalisateur et éditeur. Bonjour Fabien, Salut Benjamin, ravi merci d'être d'av- là, merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à exercer ces différentes activités et à t'intéresser à la santé naturelle? Et ben moi, au départ, j'ai fait des études de lettres pour être journaliste. Donc, il y avait toujours cet intérêt pour aller chercher de l'information, faire de la synthèse. C'était sur des sujets plutôt d'actualité, de société, même géopolitique. Enfin, c'est l'histoire et la géographie qui me passionnaient. Et donc, dans le journalisme, il y a moyen on va dire, d'accéder à ça. Et puis, au moment où je faisais des études, il y a émergé Internet. Donc en 99, j'ai fait des études de communication où j'ai rencontré la programmation. Et donc ça a augmenté mon envie d'aller faire de la synthèse, de la recherche d'infos. Et puis il y avait un côté documentation aussi dans cette formation. Donc j'aime beaucoup l'archivisme, donc ça rejoignait aussi le journalisme, c'est-à-dire aller classer, aller archiver, faire des banques de données. Donc l'informatique m'a donné cette possibilité-là. Donc j'ai développé des bases de données. Bon, voilà, structuré dans PHP, MySQL, bref. Et on va dire, aux alentours de 2005, j'ai commencé vraiment à m'intéresser sur la diététique, la nutrition. Euh, je faisais beaucoup de sport, j'en fais moins aujourd'hui. Et quand j'ai rencontré l'alimentation végétarienne en 2007-2008, eh ben, j'ai tout de suite commencé à creuser et mettre à profit cette capacité à faire de la recherche et de la synthèse. J'ai rapidement découvert le jeûne aussi. Et hop, ça a été un abalement et j'ai arrêté toutes mes activités pour ne plus me consacrer qu'à ça, me former qu'à ça et à ce que ça remplisse toutes mes journées de manière assez passionnée, avec tout de suite l'envie de retransmettre. Donc j'ai fait assez tôt des mini-conférences, des ateliers de cuisine, j'ai beaucoup voyagé pour me former. Et c'est venu assez naturellement, où après, on m'a proposé des opportunités de nouvelles formations. Et puis, j'ai accompagné des personnes en individuel, mais ça vient de là, on va dire, tout ce que je peux faire, que ce soit les consultations individuelles, les conférences, les films que je réalise ou que je distribue, les livres que j'édite, tout ce que j'écris, ça vient du fait d'aller chercher de l'info, de la synthétiser et de la vulgariser de manière pédagogique et didactique pour du grand public qui souhaite avoir de l'information pertinente. Donc tout ce que je fais, ça rejoint ça, que ce soit de la consulte individuelle ou la maison d'édition Exuvie, c'est vraiment de transmettre des clés pédagogiques de compréhension et le plus possible d'autonomie. Et donc tout ça t'a amené à réaliser un film, le film Le Jeune à la croisée des chemins. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette rencontre que tu as fait avec le jeune et comment est-ce que comment en es-tu venu à aller faire ce documentaire? Eh ben, le fait de faire le documentaire, c'était au début un travail de mémoire. Donc vraiment, j'ai eu une approche plus vraiment journalistique, documentariste, de documenter le travail de Désiré Mérien, qui est mon formateur principal et pour qui j'ai une profonde amitié. Et je trouvais qu'il n'était pas accessible au plus grand nombre facilement, et que c'était quelque part un manque, tout autant qu'une injustice. Donc, je me suis dit, je vais réaliser un documentaire sur lui que je distribuerai gratuitement sur YouTube, quelque chose qui fasse 20-25 minutes. Et puis rapidement, j'avais pris une équipe technique pour ça, je me suis pris au jeu, j'ai fait un financement participatif, j'ai mis mes économies dedans, et puis c'est devenu un grand film qu'on a tourné sur 9 mois. Voilà, qui s'appelle Le jeu dans la croisée des chemins, pour lequel j'ai fait un vrai travail journalistique, pour le coup, le plus objectif possible. J'ai essayé que ça soit à la fois passionné et dépassionné, en allant voir des doyens de faculté, des chirurgiens, des médecins, des diététiciens, des biologistes, des pharmacologues, des accompagnateurs de jeunes, puis interviewer aussi des jeûneurs, pour donner un regard le plus circulaire possible sur le jeûne, des prêtres aussi, enfin un prêtre, des sportifs, pour dire, voilà, le jeûne, c'est ça, c'est un outil, et on peut en faire ce qu'on veut. Donc ouais, c'était vraiment une démarche au service aussi du jeûne, et puis au service du grand public pour qu'ils sachent qu'il y a plusieurs courants dans le jeûne. Donc voilà, c'était une introduction, et ça a permis de lancer Exuvie, parce que j'ai souhaité le distribuer au cinéma pour qu'il y ait des ciné-échanges, parce que le but, en fait, quand on communique sur quelque chose, c'est qu'il y a une vie autour du contenu qu'on diffuse. Et ça a lancé l'aventure d'Exuvie et ça a marqué, on va dire, ma passion
pour le jeûne. Et puis voilà, c'était un travail qui était vraiment assez passionnant à faire, d'aller à la rencontre, de mettre de la technique et puis d'essayer de faire du beau avec un sujet qui peut paraître austère au départ. Par rapport aux jeunes, tu es aussi encadrant de séjours de jeunes depuis plusieurs années. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler de ce versant-là de ton activité et comment est-ce que ça t'est venu d'accompagner des personnes dans ce chemin-là? Alors, pour accompagner des personnes en jeûne, au départ, ce n'était pas vraiment un projet. Moi, j'accompagnais des gens en individuel et je conseillais sur la santé de manière globale. Mais j'avais vraiment cette envie de me former plus sur le jeûne. Donc, je me suis formé auprès de Désiré Mérien. Et à un moment donné, il m'a dit, bah, vas-y, tu peux y aller, tu peux te lancer. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Puis j'ai testé. J'avais beaucoup de gens, je faisais beaucoup d'ateliers de cuisine. Et donc, j'avais proposé aux gens que j'avais en atelier et ceux que je conseillais en individuel, ben, s'il y en a qui veulent jeûner, voilà, je propose une semaine à l'eau. Et voilà, puis je me suis dit, on va voir ce qui se passe. Et si ça me plaît, je continue. Et puis si ça ne le fait pas, ben, j'arrête. Puis ça m'a énormément plu. C'était vraiment super. J'ai senti que c'était là ma place parce que bah, déjà, de rester une longue période avec des personnes sans parler même de jeûne, on peut faire passer à une pédagogie, il y a un travail dans le groupe qui se fait. Et puis ben, là, il y avait des résultats assez spectaculaires, forcément. Enfin, forcément, parce que je dis c'est de jeunes hygiénistes et puis qu'on essayait de faire ça bien. Et donc, du coup, ben, ça ne m'a pas lâché depuis. C'était il y a 6-7 ans. Et c'est devenu une évidence, en fait, de travailler sur la pédagogie de la descente alimentaire, de faire jeûner à l'eau, de proposer des biorespirations, de travailler l'émotionnel. De détailler tout ce qui se passait au jour le jour d'un point de vue physiologique, etc. Donc ça me permettait de faire des causeries. Enfin, tout ce que j'aimais, je pouvais le retrouver dans le jeûne, en fait. C'était vraiment un espace très créatif pour moi et pour lequel les gens en retiraient un grand bénéfice. Donc, ça a été, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est toujours fait dans un continuum assez logique en fonction des opportunités qui se présentaient. J'ai jamais vraiment forcé les choses. Et là, c'est Désiré qui m'a dit au bout d'un moment, bah, vas-y, il faut y aller maintenant. Donc, j'ai fait et ça m'a vraiment. Ouais, c'était vraiment évident. Et donc, bah, je ne lâche pas depuis. J'ai dû encadrer à peu près 1000 personnes. Et puis, donc en hygiénisme, à l'eau, au repos. Et évidemment, ma pratique, elle a évolué. Euh, Au départ, c'était vraiment très centré sur la physiologie. Il y avait quand même cette appréhension des émotions, mais que je mettais euh, pas au même niveau que la physio. Puis avec le temps, on se rend compte que les problématiques des personnes viennent plutôt d'un état psycho-émotionnel déséquilibré que vraiment de la physiologie pure. Alors bien sûr, il y a un impact physiologique, biologique qui se voit, mais quand on voit des décompensations physiques qui sont liées à une émotion ou à une émotion libérée, on se rend compte que c'est autre chose. Donc ce qui a beaucoup évolué dans ma pratique, c'est le mettre en avant de manière prépondérante l'aspect psycho-émotionnel. Mais sinon, pour le reste, je suis resté fidèle à l'hygiénisme, fidèle à l'enseignement de Désiré Mérien. Mes journées sont un peu construites toujours pareil, c'est-à-dire le matin, faire des bilans, ensuite des causeries, ensuite une petite balade de 3/4 d'heure, 1 heure, beaucoup de repos, de la biorespiration, et puis toutes des pratiques autour de l'art-thérapie, on va dire, en conjointement avec Sandrine Rolando qui accompagne les jeunes avec moi. Et puis le soir, des causeries. Et voilà. Donc ça a été immuable, c'est la formule qui me va bien. Celle qui semble convenir le plus pour les jeûneurs et moi où je peux m'exprimer là où je suis plus à l'aise, quoi. Hmm. Toi qui as cette longue expérience du jeûne, que ce soit par tes rencontres avec le documentaire ou par ces années d'encadrement, pour toi, c'est quoi le sens du jeûne et l'essence du jeûne? Bah, c'est un espace-temps. En fait, pour moi, le jeûne, c'est un espace-temps dans lequel on vient contacter et élaborer. Alors, l'espace, c'est l'espace qu'on se crée à l'intérieur, c'est-à-dire que bah, je me mets en retrait de nourriture, donc je vais forcément créer des espaces de manifestation physiologique qui ne peuvent pas exister lorsque je mange, lorsque je bouge trop, lorsque je réfléchis trop. Évidemment, quand j'appelle un jeûne, moi, c'est des conditions particulières, c'est le repos intellectuel et physique, en plus du repos digestif. Et donc, ça, c'est les premiers espaces. Et tu crées des espaces aussi de disponibilité d'un point de vue psycho-émotionnel, parce que justement, vu que tu ne surstimules pas ton intellect, eh ben, tu es disponible à avoir des informations liées à tes émotions, ton psychisme qui émergent ou qui réémergent. C'est aussi un espace
créatif, parce qu'on l'a vu, on parlait de l'art-thérapie, puis il y a un espace spirituel aussi où justement tu peux être plus avec ton sens profond. Et puis l'espace-temps, évidemment, c'est la durée que tu vas y mettre, parce que ça, c'est facile à contacter. Enfin, c'est facile. Non, c'est pas facile à mettre en place, ça demande une discipline. Ça peut être contacté au quotidien, mais on va dire ça va toujours être dans un cadre limité. Je vais méditer 20 minutes à tel moment. Je vais faire mon atelier de dessin ou de violon à tel moment dans la semaine. Mais que là, en jeûne, en fait, on s'extrait du temps quelque part. On n'est pas obligé de se laver, on n'est pas confronté à aller faire des courses, à faire manger, faire la vaisselle, ranger. Voilà, en fait, les référents métrés et chronométrés de la journée n'existent plus. Donc, on fait ce qu'on veut, sachant qu'on a un peu un sommeil perturbé, qu'on va faire des siestes l'après-midi. On peut vraiment être créatif avec soi-même. Et donc, ça me plaît beaucoup. Et pour moi, le jeûne, en fait, c'est ça. C'est cette notion d'espace-temps très créatif qu'on peut se mettre à disposition. Alors, bien sûr, il faut un contexte. Si on a une vie de famille très remplie, si on le fait en travaillant, bah, on va être moins créatif. Mais l'idéal, c'est justement de se mettre le plus possible dans un cadre épanouissant. Et pour moi, le jeûne, c'est rien d'autre que ça, quoi. C'est un espace-temps dans lequel le corps va pouvoir s'exprimer, où l'esprit va avoir aussi une disposition pour recevoir et émettre des informations. Et dans cet espace créatif pour le corps, ben, il y aura donc la détoxination, la régénération cellulaire, l'autophagie, enfin bref, tous les mécanismes biologiques qui sont essentiels à la vie, mais qui sont à la fois cataboliques et anaboliques, donc destruction, reconstruction. Et dans notre vie très rythmée, on est plutôt dans la destruction, il y a peu d'espace de reconstruction. Donc, je le vois comme un temps de rééquilibrage. Là où il y a le trop dans le quotidien, le jeûne amène une régulation et une harmonie. Et donc, cette sortie du quotidien ordinaire et cette rencontre avec le fait de ne plus manger, ça peut, comme tu le disais, amener à différentes émotions. Le fait qu'on est, dans notre société, on soit souvent habitué à consommer énormément de nourriture et compenser par la nourriture. Il y a aussi tout un aspect, comme tu disais, psycho-émotionnel. Est-ce que tu pourrais peut-être en parler un peu plus de cette dimension-là vraiment émotionnelle aussi du jeûne et comment est-ce que on se détache de certaines peurs potentiellement avec le jeûne aussi, avec cette approche-là et cette rencontre-là du jeûne? Ben, c'est vrai qu'au quotidien, on va avoir comme je disais, des rythmes très, très soutenus. Et donc, on enchaîne les activités, on enchaîne les rencontres, on enchaîne les problématiques, mais on enchaîne les émotions et souvent les émotions mal gérées. C'est-à-dire qu'on a des événements qui sont inconfortables et on doit réenchaîner avec un autre événement inconfortable. Et à la fin de la journée, on a plusieurs solutions. C'est-à-dire soit on fait un bilan qui n'est pas toujours agréable, hein, de revenir sur ses émotions, soit on va être dans la distraction, dans la dissimulation. Donc, c'est-à-dire, je peux allumer Netflix, mais je peux ouvrir un placard, en fait, ce qui reviendra au même, ou je peux ouvrir une bouteille d'alcool, ou je peux fumer une cigarette, fumer un pétard, voire faire du sport à haute intensité. Et en fait, c'est-à-dire des diversions qui me donneront l'occasion de ne pas être au contact de mes émotions et de les mettre sous le tapis et qu'elles ne soient jamais ou peu gérées. Et quand elles sortiront comme un geyser incontrôlé, grande tristesse, grande colère, grande amertume, bref, grande jalousie, peu importe. Mais des choses qui vont nous ronger de l'intérieur. Et donc, on va souvent compenser avec des activités, mais beaucoup avec la nourriture. Par exemple, je suis stressé, je suis anxieux, j'ai de la colère. Je vais ouvrir le placard, je vais prendre des chips ou je vais prendre des choses sucrées. Et là, tout de suite, ça va m'apaiser, ça va venir jouer d'un anesthésiant ou d'une drogue, comme on veut. Et, euh, et je vais pouvoir mener mon existence comme ça pendant des années. Si je décide de jeûner, forcément, je n'aurai plus ces doudous ou ces drogues-là à ma disposition pour pouvoir compenser les émotions. Donc, quand elles vont remonter, ces émotions, il va falloir que je les gère, que je les accueille. Et donc là, ça va être problématique, et d'où le fait de devoir accompagner ces émotions avec des outils en jeûne. Euh, et là, pour moi, c'est fondamental qu'il y ait un encadrant formé ou des encadrants formés et qu'il y ait une boîte à outils pour le jeûneur afin qu'il puisse gérer ses émotions. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par le chant, ça peut être par la respiration, ça peut être par la musique, ça peut être par la peinture, le dessin, etc. Nous, on s'agit de le faire avec des activités qui soient plutôt cerveau droit, instinctives, pour ne pas repasser encore une fois par le mental. Et le but, c'est pas de faire de la thérapie sauvage sur place et de dire aux gens, on va vous accompagner, vous allez gérer votre problème. C'est pas du tout ça, c'est de dire, là, il y a quelque chose qui se passe. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait être aidant?
pour que ça circule, avant que tu puisses faire un travail, on va dire, accompagné par un professionnel, bien cadrant et sécurisant, mais en même temps que tu puisses avoir des clés à lui donner, c'est-à-dire d'avoir contacté les émotions qui te parasitent et peut-être que tu n'avais pas conscience au quotidien, ou alors que tu n'estimais pas qu'elles étaient aussi présentes. Et donc le jeûne, c'est vraiment un espace de contact de ces émotions mal gérées. Pour moi, c'est fondamental, hein. Je dirais que on peut jeûner, faire le jeûne intermittent à la maison, mais par contre, quand on commence à décrocher de son quotidien, là, il y a toute la sphère émotionnelle qui rentre en jeu. Et c'est là que c'est fondamental. C'est pour ça que quand je disais c'est un espace-temps créatif, c'est vraiment de ce point de vue-là aussi où je l'entendais, c'était prioritairement de ce point de vue-là, de pouvoir innover sur sa santé en gérant des émotions pour lesquelles on les met sous le tapis. Si je prends par exemple ce qui anime notre société depuis 1 an et demi, ce sont des émotions très fortes, je dirais même violentes. Et donc, à quel moment on a du répit pour pouvoir les gérer? Déjà, rien que gérer la peur d'être contaminé par un virus, ça c'est déjà très fort. La peur répétée dans les médias, enfin, je veux dire quelque chose qui va nous faire peur qui est répété dans les médias. Ensuite, être confiné, ne pas savoir combien de temps, avoir des couvre-feux. Enfin, c'est presque un climat, entre guillemets, de guerre, puisqu'on nous a dit qu'on faisait une guerre contre un virus. Donc, en nous, ça déclenche beaucoup d'émotions, beaucoup de travail, euh, de réflexion, mais à quel moment on a le temps de les gérer? Première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague, on parle de sixième vague. Et donc, du coup, on se dit, ben, je suis en stress, ben non, je ne peux pas relâcher la pression parce qu'il faut que je sois là-dedans. Donc, si on n'a pas d'espace-temps créatif pour gérer ces émotions, c'est compliqué. D'où le fait d'aller chercher des outils. Alors, certains vont le faire à travers le jeûne, donc vont le faire à travers la sophrologie, à travers l'hypnothérapie, à travers la médecine chinoise, peu importe. Et je dirais qu'il faut que ça convienne à soi-même. Mais l'avantage du jeûne, c'est qu'en fait, on va pouvoir toucher toutes les sphères que j'ai nommées précédemment et que ça va être, on va sentir vraiment physiquement, très profondément et sur une durée plus longue qu'une séance, l'impact réel qu'a les émotions. Et moi, je le vois depuis 1 an et demi sur les symptômes que j'observe en jeûne, notamment au niveau de l'estomac, que les personnes, en fait, elles accumulent un stress très fort et que quand ça ressort, d'un point de vue émotionnel, physiquement, ça se traduit sur cet organe-là ou d'autres. Et donc là, on mesure assez rationnellement l'impact des émotions sur notre santé. Et donc, si on n'est pas dans un aspect prévention, accueil et action, forcément, ça se développera un petit peu à notre insu au quotidien. Et on ne va pas trop comprendre pourquoi, on n'aura pas trop les clés d'action. Et souvent, on ira jusqu'à l'extrémité, on commencera à se poser la question une fois qu'on aura touché le mur ou qu'on pourra plus se lever le matin ou qu'on pleurera sans savoir trop pourquoi. Donc, le jeûne, pour moi, c'est cet outil-là régulier qu'on peut convoquer pour aller faire le clair un petit peu sur notre état physique, émotionnel et psychique. Hmm. Et le jeûne peut aussi avoir une dimension, entre guillemets, plus spirituelle ou plus de l'ordre de l'esprit. C'est aussi une thématique qui a été abordée pendant le film que tu as réalisé. Est-ce que tu peux peut-être aussi en parler de cette dimension-là, disons, plus en lien avec l'esprit? Alors, ce n'est pas une dimension qui est évidente à aborder. Au départ, la première version du montage du film, je l'avais mis au tout début. Parce que c'était aussi une façon de dire, historiquement, on a connu le jeûne d'un point de vue spirituel, hein, et je nomme dedans les religions. C'est-à-dire, il y a le carême pour les chrétiens, il y a Yom Kippour pour les juifs, il y a le ramadan pour les musulmans, il y a Ekadashi pour les hindous, et que ça, ce sont des traditions multimillénaires qui ont institutionnalisé le jeûne. Et il y a quelques années, quand on parlait de jeûne aux personnes, elles pensaient tout de suite jeûne religieux, jeûne spirituel. Maintenant, on parle de plus en plus de jeûne thérapeutique, de jeûne de confort, etc. Mais il y a encore 10-15 ans de ça, c'était plutôt le jeûne spirituel qui était dans l'inconscient collectif. Alors maintenant, c'est plutôt le jeûne thérapeutique, parce qu'il y a eu beaucoup d'échos sur les études, les travaux de Walter Longo, le documentaire d'Arte, le jeûne une nouvelle thérapie, et puis on connaît tous autour de nous des gens qui ont déjà jeûné. Mais au départ, il y avait c'était soit je faisais un état des lieux en partant d'un point de vue historique, en disant le jeûne c'était ça, et ensuite il y a des choses qui se déroulaient. Sauf que je me suis rendu compte que ça pouvait être une porte d'entrée assez délicate pour des personnes, parce que le mot spirituel est très tabou aujourd'hui. Il peut même être connoté négativement, parce que derrière spiritualité, beaucoup de personnes entendent religion. Sauf que moi, j'entends pas du tout ça. J'entends en fait un travail comme tu le dis, de l'esprit sur des choses qui sont sacrées. Qu'est-ce qui peut être sacré pour nous? Tout, en fait. Là, à côté de moi, j'ai une peinture. Il y a des peintres, pour eux, ils vont exprimer leur spiritualité à travers leur peinture. Il y en a d'autres, ça va être la musique, le chant, enfin, la dimension artistique. Il y en a d'autres, la spiritualité, ça va être se mettre au contact de la nature ou des animaux.
Voilà, donc en fait, pour moi, le mot spiritualité, c'est qu'est-ce qui participe à nous faire grandir et à donner la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, quand on est en jeûne, on contacte ça. On contacte ces besoins-là, souvent pas assez ou inexprimés au quotidien. Et on a des envies, on a des élans. On est plus fin, on est plus subtil parce qu'on est moins dans la densité de la matière. C'est pour ça que tous les praticiens de méditation ou les adeptes de certaines religions jeûnent parce qu'ils sentent qu'il y a une différence qui se fait au niveau du corps, qu'on est plus dans la subtilité et dans le ressenti que dans le matérialisme pur. Et donc, évidemment, que j'invite les personnes en jeûne à connecter leur spiritualité parce que ça me semble un fondement essentiel et sinon, ça serait une balance à 4 branches déséquilibrée. Or, le but, c'est de proposer une vision la plus globale ou globalisante possible. Et donc, j'ai choisi de finir le documentaire par Jean-Luc Souffeton, un prêtre du diocèse de Besançon qui accompagne des jeunes, lui, depuis une vingtaine d'années, qui a accompagné des milliers de jeûneurs. Donc, il sait ce que c'est que le jeûne d'un point de vue physiologique. Il est formé à l'accompagnement de jeunes, il jeûne en groupe, et puis il accueille des catholiques, des juifs, des musulmans, des laïcs. Il s'en fout, en fait. Et pour lui, la spiritualité, c'est se mettre en ascèse, en état méditatif, de faire de la création artistique et d'être dans le beau. Et c'est ça que je voulais passer. C'est pour ça que je ne voyais que lui pour l'interviewer. C'est ce que je dis en voix off, parce qu'il a cette dimension œcuménique de la spiritualité. Et ça m'a plu. Et ça me paraissait impensable de ne pas traiter du jeûne sans parler de cet aspect spirituel qui est si fort dans la pratique du jeûne. Et pas seulement d'un point de vue historique. Hmm. Et tu mentionnes à l'instant la notion de jeûne thérapeutique, jeûne de confort. Il y a différents types de jeûnes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces approches-là et de ta vision à ce sujet? Alors, en effet, il y a plusieurs façons de jeûner. Alors, on peut jeûner en activité ou au repos. Alors, si on jeûne en activité, on peut faire de la marche, on peut continuer à travailler. Et puis, on est dans une vision plutôt mécanique et matérialiste du jeûne. C'est-à-dire, il y a un repos du système digestif, il y a des processus qui vont se déclencher au niveau digestif. Ça ne va pas trop travailler au niveau du système éliminatif parce que il faut beaucoup de ressources nerveuses et d'énergie vitale pour détoxifier. Or là, elles vont être mises à profit de l'activité motrice du corps, donc c'est-à-dire bouger les membres, et puis d'un autre côté, réfléchir aussi. Et puis, si on a des stimulations, par exemple, comme faire des lavements, faire des saunas, faire des hammams, on devra gérer beaucoup d'énergie pour tolérer et s'adapter à ces stimulations externes. Donc ça, je ne suis pas vraiment partisan de ce jeu-là à titre personnel dans ma pratique et dans mon encadrement. Mon but, c'est d'économiser l'énergie au maximum pour remonter l'énergie nerveuse afin qu'elle puisse être mise à profit pour les processus de détoxination, d'élimination, de détoxication, de régénération cellulaire. Et donc ça, plus on se repose, plus ça se produit, plus ça se manifeste. Et donc, moins on est intrusif et plus le corps aussi s'autorégule. Si c'est l'autogestion du corps, on ne peut pas dire autogestion et interventionnisme de l'autre. Donc, moi, ce que je pratique, c'est un jeûne hygiéniste. Je suis dans la lignée de l'hygiénisme de Désiré Mérien, notamment, et de tous les grands encadrants de jeûne et pédagogues du jeûne qui l'ont précédé, tels que Albert Mosseri, Herbert Shelton, pour ne citer qu'eux. Et c'est ça qui me plaît. Et c'est là où je vois le plus de résultats et c'est ce qui permet à l'individu d'être seul avec lui-même. Si je lui propose des distractions, qu'elles puissent être utiles ou futiles, subjectivement, je ne vais pas le laisser avec son jeûne. Je vais encore lui dire, je pense que c'est ça qui est bon pour toi. Or, dans le fait de lui laisser le repos, s'il veut aller marcher, il va aller marcher. S'il veut se reposer, il va se reposer. S'il veut s'isoler dans sa chambre, il le fera. S'il veut être avec le groupe, il pourra parler. S'il veut faire un atelier pour gérer ses émotions aussi. Voilà. Donc, c'est plutôt, moi, la liberté. Le jeûne, pour moi, c'est le moment de liberté le plus possible. Et c'est de laisser cet inconfort, parce que c'est vrai qu'avoir des repères dans la journée, c'est rassurant. Or, le but, pour moi, c'est sortir de tout contexte pour refragmenter sur l'essentiel. Pour qu'ensuite, après le jeûne,
en ayant contacté ces essentiels, eh bien, on se dise, il manque ça dans ma vie, et ça, c'est en trop dans ma vie, et ça, c'est inutile, et ça, c'est indispensable. Et on recadre son hygiène de vie. Il y a vraiment cette notion dans le jeûne hygiéniste de pédagogie, de dire que c'est une étape transitoire vers quelque chose de mieux après. Pas simplement une activité consommée qui soit 3, 5, 7, 10, 12, 15 jours. Il doit y avoir une rupture. Ce qui t'a amené à jeûner, c'est un déséquilibre. Et ben, ce déséquilibre, on ne le régule pas seulement pendant le jeûne, parce que sinon on viendrait consommer du jeûne, on va le réguler après le jeûne aussi, en ayant compris les causes fondamentales qui ont provoqué ces déséquilibres. Hmm. Et donc, ce genre d'approche permet d'avoir, tu parlais un petit peu avant de résultats. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a marqué, que ce soit dans ton expérience personnelle vécue du jeune ou que ce soit dans l'accompagnement, de ce que tu as pu observer qui t'a marqué dans un sens comme dans l'autre? Moi, ce que j'ai observé à titre personnel, c'est des petits calculs au niveau des reins. Ce que j'ai vu aussi, c'est des douleurs inflammatoires chroniques, s'évanouir, des tensions digestives, notamment au niveau du foie, des douleurs dorsales, des actions rapides antalgiques sur des fractures, de fatigue, euh, une cicatrisation plus efficace. Enfin bref, ça a été à plein de niveaux. Après, je n'avais pas de gros soucis. Donc, moi, je ne l'ai pas vu sur moi. Par contre, je voyais mon énergie qui augmentait, mon potentiel adaptatif, mon immunité, bref. Mais par contre, de ce que j'ai vu sur Midjourney, oui, c'est assez spectaculaire, c'est-à-dire des membres sur lesquels il y avait des douleurs chroniques depuis 20-30 ans qui se sont dissipées, des lunettes qui ont été déposées définitivement, des migraines qui ne sont plus réapparues. Ah si, moi j'étais migraineux aussi, j'ai plus de migraines, donc des migraines qui se sont évanouies, des capsulites rétractiles qui n'ont plus, ou des tendinites au coude qui ne sont plus réapparues, des scléroses en plaques qui amenaient des douleurs de spasticité avec des grosses prises de médicaments, et puis le fait d'avoir des difficultés à la marche où la personne a pu recourir. Plein de pathologies digestives, j'essaie de faire le tour, puis beaucoup de libération aussi émotionnelle, puis des prises de conscience. Voilà, ça a touché un petit peu toutes les sphères, toutes les sphères. Bon, ça fait un peu ça fait un peu marchand de froid de dire ça, mais c'est ce que j'ai observé. Évidemment, sur 1000 personnes, on voit beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est surtout, ce qui est le plus marquant, c'est quand les gens te disent, ça fait 20 ou 30 ans que j'essaye d'agir dessus, je fais de la naturopathie, je fais du kiné, je fais de l'ostéo, et que la personne ne fasse rien pendant une semaine, puis elle reparte sans douleur, là, tu dis, il y a quand même quelque chose qui est... C'est interpellant, quoi. Alors, les gens vont dire, moi, j'y crois pas. Je dis, on s'en fout, c'est tu sais ou tu sais pas, en fait. Et donc, quand tu observes, tu ne peux que remettre en question. Donc, la personne, tu sais qu'elle a une prise en charge très active au niveau d'un problème, elle ne fait rien, et ça se résout. Et là, c'est assez magnifique, et ça, je l'ai vu, évidemment, des centaines et des centaines de fois, quoi. Des acouphènes, beaucoup de choses, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hmm. En fait, c'est vraiment laisser le corps faire et puis réguler ce qu'il a régulé. Il y a tout un contexte aussi avec le jeûne dont tu parles et donc il y a aussi toute une préparation et un après. Donc il y a un Mm. avant et un après un jeûne. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler de cet avant-après, de l'importance de... Donc, ouais, c'est vraiment fondamental dessus. Dans mon approche du jeûne, pour moi, la descente et la reprise, je les mets au même niveau. En fait, j'explique bien que le jeûne, c'est un travail en 3 temps, c'est descente, jeûne, reprise. En fait, tu ne peux pas enlever un de ces éléments-là. Donc mes descentes sont assez longues, elles font 3 semaines, et c'est un temps pédagogique aussi, c'est-à-dire que c'est un temps de préparation, mais c'est un temps pédagogique. Tout à l'heure, je disais que il ne faudrait pas qu'on consomme du jeûne pour dire j'avais un souci de santé, je jeûne, c'est parti. Non, le jeûne n'est pas thérapeutique dans ce sens-là. Le jeûne est thérapeutique s'il permet de contacter la cause fondamentale et profonde du déséquilibre. Et ça, souvent, on le contacte à la descente ou à la reprise alimentaire. Si j'ai des tensions, des douleurs abdominales ou des douleurs articulaires, je me rends compte qu'en notant les produits laitiers et le gluten, j'ai plus ça. Eh ben, c'est magnifique parce que à la reprise alimentaire, je ne remettrai plus ces produits laitiers et ce gluten. Quoi que me disent certaines études contradictoires ou controversées, parce qu'en fait, je l'ai vécu dans mon corps. Tandis que si je ne fais pas de descente alimentaire pendant le jeûne, je n'aurai plus de douleurs articulaires, mais je ne saurais pas de quoi ça vient. Et donc, à chaque fois que des douleurs articulaires qui vont revenir, je vais dire je vais jeûner, mais ça ne va rien m'apporter parce que tous les jours, je participerai à ma déconstruction. Donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que par la réduction, pas seulement calorique, mais
élément par élément, je vais sentir physiologiquement dans mon corps l'impact que ces éléments ont véritablement. Ah ben, je ne pensais pas que le grignotage, ça m'alourdissait autant, et je ne pensais même pas que le grignotage, ça jouait autant sur mes émotions. En fait, quand je rentre du travail, que je grignote avec mes enfants, ben, c'est surtout pour apaiser ma journée de stress. Donc, je vais aussi contacter ça dans cette descente alimentaire. Et puis, ben, je vais voir que finalement, par exemple, l'alcool que je pensais gérer très bien, c'est compliqué pour moi parce que j'ai vraiment besoin de ça. Je vais contacter aussi le fait que finir sur une note sucrée, c'est fondamental. Je vais contacter que le petit-déj, en fait, ça joue un rôle pivot, ou que l'inverse, je peux facilement passer du petit déjeuner alors que j'avais une croyance comme quoi c'était indispensable et que si j'en prenais pas, je n'avais pas d'énergie. Donc, je vais contacter beaucoup d'informations qui vont m'aider à façonner mon hygiène de vie après le jeûne. Ensuite, sur l'après-jeûne, eh bien, évidemment, on peut ruiner ce jeûne avec une mauvaise reprise alimentaire, ça c'est clair. Le but, c'est justement de tirer parti de cette descente alimentaire et du jeûne pour redire je vais réinstituer un bon rythme pour mon corps et mon hygiène de vie globale dans la reprise. Mais je vais être tenté. Donc c'est là, c'est un peu l'expérience du feu. Je vais être tenté par la société, je vais être tenté par les rayons en faisant des courses, je vais être tenté par la cuisine, par la famille, par les amis, etc. Donc il va falloir que je fasse preuve de maîtrise. Et là, ça va me montrer à quel point j'ai besoin encore de stabilité d'un point de vue émotionnel, mental, pour pouvoir, avec la bonne volonté, associer un rythme pour créer des ancrages, pour ne pas tomber dans ce qui m'a amené au déséquilibre. Donc pour moi, c'est vraiment 3 temps le jeûne. C'est descente alimentaire, jeûne en lui-même et reprise. Et par rapport justement à l'après-jeûne, donc tout le contexte hygiène de vie idéal, toi qui t'es aussi énormément penché sur les questions d'alimentation, euh, est-ce que tu pourrais parler de cette dimension-là, de la santé, et ta vision, toi, de l'alimentation et de la nutrition? J'ai toujours pas compris ce que l'homme devait manger. Par contre, j'ai des certitudes sur ce qu'il ne doit pas manger. Donc, mon rôle de pédagogue et d'accompagnateur et de conseiller, ça va se cantonner à vire ça de ton alimentation, c'est néfaste, et recontacte tes ressentis pour savoir ce que produit comme effet un aliment sur le corps. Je mange ça, j'ai mal au ventre. Je mange ça, le lendemain, j'ai des douleurs articulaires. Bon, tu sais que cet aliment, il n'est pas bon pour toi, quoi qu'on puisse t'en dire. Alors, soit il est mauvais d'un point de vue temporaire parce que tu as une intolérance, voire une allergie, soit il est mauvais parce qu'il est mauvais physiologiquement pour les humains, soit de ton morphotype, soit de ton espèce humaine. Voilà, c'est un peu ça mon parti. Et donc, évidemment, j'ai énormément lu, je me suis beaucoup formé, et puis il y a beaucoup de gens qui vantaient des modes alimentaires complètement paradoxaux en ayant les mêmes résultats. Donc, tu dis, il y a un souci. Il y a un souci, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, vu que j'ai cette logique d'informaticien, j'ai fait un tableur Excel. J'avais préparé un livre là-dessus qui ne sortira jamais parce que ce n'est plus mon état d'esprit, mais où j'avais fait un tableur Excel en représentant toutes les catégories d'aliments d'un côté, en abscisse, puis en ordonnée les régimes alimentaires santé. J'en ai trié une douzaine, tac, 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 tac. Et puis je mettais des évaluations de représentation de ces catégories d'aliments dans les régimes, donc de 0 à 5. 0 étant pas représenté, 5 étant extrêmement représenté. Et je me suis dit, je ne vais pas voir les points d'opposition dans ces régimes, je vais voir les points de rassemblement. Et je me suis dit, en fait, je vais garder les aliments qui sont représentés dans ces 12 régimes qui paraissent paradoxaux et moi que je voyais du coup complémentaires. Et en fait, ça allait sur les fruits, les légumes, les petits poissons gras, les œufs, pas de grignotage, peu de calories, cru et cuit, beaucoup de saison. Et s'il y a consommation de viande, des viscères. Et donc, et puis, s'il y a consommation de produits laitiers, c'est des petits mammifères et crus. Je me suis dit, en fait, c'est déjà pas mal. Et quand je l'ai testé sur des personnes en consultation, je me suis dit, je prends peu de risques et il y a énormément d'effets. Donc, je fais là-dessus. Et après, je vais pouvoir m'adapter aux spécificités de la personne. Il y a des gens qui arrivent vers moi en me disant, je suis végétarien et je n'en bougerai pas. Et je peux bricoler. Ou j'adore la viande, je veux manger des produits animaux tous les jours, je peux m'adapter.
Je fais beaucoup de sport, je peux m'adapter. Je fais beaucoup d'activités intellectuelles, peu de sport, je peux m'adapter. Je suis très musculé, je fais de la musculation, je peux m'adapter. Et à partir de ce schéma-là. Et donc, du coup, ça me convient bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en consultation, je passe extrêmement peu de temps sur l'alimentation. Avant, je pouvais passer 3/4 d'heure, 1 heure en conseil alimentaire. Aujourd'hui, ça va être franchement 10-12 minutes. C'est expédié. Alors, il y a aussi le fait que j'ai une chaîne YouTube et que du coup, je dis, on part du principe, est-ce que tu me fais confiance? La personne, généralement, elle te dit oui. Donc, tu lui dis, je te donne l'explication très rapide de pourquoi je te recommande ça, mais tu vas voir cette vidéo-là. Et si ça te parle, tu pratiques et on en reparle la prochaine fois. Donc, ça me permet de gagner du temps et je ne bombarde pas la tête des personnes avec de la diététique pour qu'elles en aient plein de ciboulot. Elles vont tranquilles sur la vidéo, elles mettent pause, elles font leur recherche si elles veulent pour recouper. Et ça se passe très bien comme ça. Et moi, ça me va parce que je ne veux pas que l'alimentation soit omnubilant. Ça représente déjà beaucoup dans notre vie. Là, on va le voir avec les fêtes de fin d'année. C'est un moment central. Hein. Ça représente un enjeu très fort de partager le repas. Et je ne voulais pas non plus qu'en consultation, prenne tout l'espace. Et je préfère dédier ce temps-là à l'émotionnel qui va bloquer la mise en place du schéma alimentaire. C'est-à-dire que la personne peut comprendre intellectuellement ce que tu lui dis, elle peut abonder dans ton sens, elle peut dire OK, ça me parle, c'est nickel. Par contre, j'ai des compulsions alimentaires, je fais de l'hyperphagie. J'ai encore cette croyance qu'il faut manger des céréales le matin. Ou le moment de goûter avec mes enfants, c'est hyper important. Le repas familial, c'est essentiel et nous, on mange ça traditionnellement. Et donc, ça, c'est tout un travail de fond qui doit être fait. Je préfère investir ma consultation sur l'alimentation, dans l'émotion de l'alimentation, plutôt que sur l'alimentation elle-même, qui va maintenant très, très vite. Parce que ce soit dans le domaine du jeûne ou de l'alimentation, on peut observer certaines rigidités ou certaines approches, disons, assez tranchées. Comment est-ce qu'entre guillemets, on s'y retrouve là-dedans, dans le sens où l'alimentation prend déjà beaucoup de place dans nos vies, comme tu le disais, avec différents, entre guillemets, interdits ou choses à bannir. Comment est-ce qu'on s'y retrouve pour quelqu'un qui débute là-dedans? Moi, j'invite évidemment ceux qui nous écoutent à découvrir ta chaîne YouTube où il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Mais globalement, rapidement, comment faire dans cette jungle alimentaire? C'est vrai que ce n'est pas évident. Et de toute façon, il faut trouver une porte d'entrée opportuniste. C'est ce qui nous parle. Moi, ça a été, j'étais végétarien, donc il y a eu un biais et un accès à travers cette porte-là. Et ensuite, on se confronte à des informations contradictoires dans ce qu'on recherche. On se dit, mince, du coup, là, je commence à tirer un fil, mais je croyais que ça allait être simple, mais c'est très long. En hygiénisme, on dit qu'il faut une dizaine d'années pour trouver son rythme alimentaire. Je suis assez raccord avec ça. C'est très long. Il faut expérimenter. Il faut accepter que ça prenne du temps. Il faut accepter l'erreur. Il ne faut pas se définir dans un rythme. Je ne suis pas paléo. Je ne suis pas végétarien. Je ne suis pas vegan. Je ne suis pas X ou Y chose parce que sinon, on va se définir et inconsciemment, on aura de la difficulté à sortir de ce cadre dans lequel on se sera mis, mais je dirais même enfermé. Parce qu'on va être tenté de faire un peu de prosélytisme autour de soi. Mais si l'alimentation végétarienne, l'alimentation paléo, le jeûne intermittent le matin, c'est le top, c'est génial, c'est génial. Et donc, déjà, on va chercher que des informations qui nous confortent dans ce mode alimentaire X ou Y. Et ensuite, on va véhiculer à travers notre assiette, qui sera observée par l'autre, des informations pour en faire un peu la promotion. Et donc, du coup, on va se restreindre et se définir. Pour moi, l'alimentation, ça doit être l'expérimentation de la liberté. Et vu que ça met du temps, et vu qu'on est en mouvement saisonnier, on est en mouvement géographique, là, tu me disais que tu étais dans une région, tu as déménagé, dans une autre, le climat ne va pas être exactement le même, la végétation, les aliments ne vont pas être exactement les mêmes, donc tu vas bouger dans ton alimentation. Pour peu que tu ailles cet hiver, dans un pays tropical, moi, par exemple, peut-être que je vais aller en Guadeloupe, parce que je vais beaucoup en Guadeloupe enseigner, puis là, je vais finir mon documentaire. Évidemment, je ne vais pas manger comme je mange dans le Jura. Là, il fait des températures négatives dans le Jura. Si je vais en Guadeloupe, il fera 32, 34. Bon, je vais prendre 35, 40 degrés d'amplitude. Donc, mon corps ne sera pas le même. Mes activités ne vont pas être les mêmes. Ma disposition nutritionnelle ne va pas être la même. Alors, je pourrais avoir la même alimentation. Je vais à Carrefour. Si je me nourris qu'à Carrefour ou que j'aille dans le monde, je peux garder la même alimentation. Mais elle n'a rien à voir avec qui je suis. Je suis le produit d'un environnement.
je suis le produit d'une activité aussi, donc je vais adapter mon alimentation en fonction de cela et en fonction aussi de mes gènes. Nous n'avons pas la même origine, toi et moi. Nos gènes ne s'expriment pas de la même manière. Nous n'avons sans doute pas le même quotidien. Donc, il est impensable que nous n'ayons pas une alimentation différente. C'est logique. Donc, souvent, quand il y a des personnes qui me conseillent au niveau alimentaire, je leur dis l'origine de ton papa, l'origine de ta maman. OK, avec ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mixité culturelle et ethnique. Mais donc, du coup, il faut en tenir compte, parce que dans nos gènes, nous intégrons aussi la tolérance nutritionnelle et alimentaire de nos ancêtres, qui doit être prise en compte. Par exemple, quelqu'un qui est asiatique ou dans son ascendance génétique, il n'y a jamais eu de produits laitiers, eh bien, si on lui dit, comme en France, 4 produits laitiers par jour, va rien comprendre. Hein. Au niveau hormonal et au niveau digestif, ça va partir dans tous les sens. Donc, c'est de dire, oui, la recommandation du PNNS, c'est ça, mais c'est du réductionnisme total, je dirais, de lobby, vulgaire et grossier, qui ne conviennent pas du tout à ta personne. Il faut que tu ailles creuser. Et là, ça demande une pratique, une investigation avec quelqu'un qui a de la connaissance et qui s'intéresse à la notion de terrain et qui t'estime toi en tant qu'individu dans sa globalité, pas seulement en tant qu'humain quelconque. Donc, pour moi, c'est toutes ces facettes-là et bien d'autres avec le champ émotionnel qu'il faut prendre en compte. Hmm. Et donc, toi, quelle est ta vision de la santé et de l'hygiène de vie globalement, parmi tout ce qu'on a évoqué La santé, pour moi, c'est se mettre dans les meilleures dispositions pour répondre aux attentes de notre esprit. C'est-à-dire que j'ai des aspirations, donc on va dire au niveau de l'esprit, donc spirituel, c'est ça qui va me rendre heureux, si j'arrive à les accomplir. Qu'est-ce qui va me permettre de les accomplir? Mon corps, qui est un peu un vaisseau, un outil de réalisation. Si je ne mets pas ce corps dans les meilleures dispositions, je ne vais pas être heureux. Ça pourrait paraître un syllogisme ce que je viens de dire, mais en fait, c'est simplement ça. Je me rends compte, par exemple, que moi, jouer au football, même à 40 ans, me rend extrêmement heureux. Vraiment, je suis extrêmement joyeux. Là, je me suis fait une déchirure musculaire au quadriceps. Du coup, ça empiète sur mon bonheur. Mais dans mon hygiène de vie, je n'ai pas été conséquent pour ne pas avoir à subir cette déchirure musculaire. Donc, ce n'est pas un Dieu vengeur ou la fatalité qui est venu. J'ai une responsabilité dans cette déchirure musculaire. Je n'ai pas eu une activité physique raisonnable. J'ai trop tiré sur la ficelle. Ai-je suffisamment dormi? Est-ce que ma diététique était bien adaptée? Est-ce que j'avais suffisamment de minéraux pour que mes tissus soient bien souples? Est-ce que j'ai fait des bons étirements? Donc là, je viens de citer le repos, l'alimentation, l'activité physique comme principe d'hygiène de vie. Est-ce que j'ai bien géré mes émotions? Je rajoute l'hygiène émotionnelle. Est-ce que j'ai pris assez le soleil, pardon. Je rajoute l'ensoleillement. Est-ce que mes relations sociales qui affluent sur mon stress étaient épanouissantes? Donc déjà, j'ai déjà 7 piliers dans ce que j'ai nommé. Donc pour moi, la santé, c'est déjà savoir qu'on a plusieurs piliers. Ce n'est pas seulement manger, faire de l'activité physique, dormir. Non, il y a plein d'autres choses qui sont moins visibles, moins présentes dans notre quotidien. Alors c'est sûr qu'on va parler beaucoup de nutrition parce que ça représente beaucoup. On travaille pour manger, donc c'est au cœur de notre préoccupation d'avoir des calories. On fait des courses, on a de la vaisselle, on a des ustensiles, on a une pièce dédiée à la cuisine. Et on passe des bons moments à manger seul ou avec les autres, chez soi ou à l'extérieur. Donc, on va hyper focaliser sur la diététique, mais ce n'est pas que ça. C'est un ensemble de choses. Alors, c'est plus chiant d'aller courir ou faire de l'activité physique. C'est plus chiant de s'astreindre aux étirements. C'est plus chiant de faire de la méditation. C'est moins évident de faire tout cela. Si on ne mange pas, ça se ressent vite dans le corps. Ça va se ressentir dans le corps si on ne fait pas des activités de bien-être, mais on va pouvoir compenser d'une manière ou d'une autre, ou se mettre des leurres dans l'esprit et puis mettre ça de côté par la diversion. Donc, pour moi, la santé, c'est plusieurs facteurs d'hygiène de vie. Il y en a 7 que je viens de nommer. Euh, et puis, c'est de dire que être en bonne santé, ce n'est pas une fin en soi. C'est un préalable à être heureux si ça participe à la réalisation de ce qu'on a dans le cœur et dans l'esprit. Aujourd'hui, on vit une époque où, disons, différentes visions de la santé se confrontent et on peut vivre des situations qui sont assez challengeantes. Comment est-ce que toi,
tu vois cette époque assez spéciale qu'on vit et comment est-ce qu'on peut la traverser au mieux selon toi en tant qu'humain, mais aussi en tant que collectif? Bah, il y a deux situations. C'est soit je me pose en tant que victime, soit je me pose en tant qu'acteur. Soit je vois ça comme une fatalité, soit je vois ça comme une opportunité. Donc moi, évidemment, je vois ça comme une opportunité d'être acteur, de se dire, bah, nous vivons dans un système insatisfaisant qui est profondément basé sur l'exploitation et l'inégalité. Donc, c'est-à-dire exploitation des humains, exploitation des animaux, exploitation des ressources naturelles à outrance, ce qui crée beaucoup de déséquilibres, ce que j'appelais inégalité. Par exemple, selon que tu naisses dans un bon endroit en Occident ou dans un mauvais endroit sur le continent africain ou asiatique, ça ne va pas être la même chose pour toi. On va dire, tu ne vas pas brûler autant de carbone, tu ne vas pas autant exploiter et tu n'auras peut-être même pas les mêmes opportunités simplement de survie. Donc, c'est insatisfaisant d'un point de vue fraternel. C'est insatisfaisant au niveau du respect du vivant globalement. Et on voit qu'on arrive au bout de ressources. Concrètement, hein, tout ce qui nous sert à élaborer notre société va venir à manquer très rapidement, dans moins de 50 ans. Donc, c'est-à-dire c'est une génération. Pétrole, terres rares, métaux rares, tout ce qui fond de la technologie aujourd'hui et les systèmes de communication. Donc, cette société, cette façon de vivre doit être pensée autrement. Donc, de toute façon, la crise qu'on vit n'est que le révélateur de ce qui dysfonctionne depuis quelques décennies et quelle est une opportunité de changement. Bien sûr, c'est violent, mais en fait, c'est simplement le mode de vie qu'on a qui est extrêmement violent. Je parlais de lobby tout à l'heure dans l'alimentation. Nous avons délégué à des lobbies. On va dire, nous constatons aujourd'hui que l'ensemble du système politique et médiatique est une extension de lobby. C'est pas, on va dire, oh là là, c'est polémique. Non, c'est juste observable. Par exemple, que vous avez Nicolas Hulot, qui était ministre de l'écologie en France, qui a démissionné de son poste. C'est grave quand même. Hein. C'est rare un ministre qui démissionne. Hein. Ils disent, en fait, j'ai foi dans ce que je fais, je ne peux pas le faire parce qu'il y a des lobbies. Il y a des gens à la table au ministère qui n'ont rien à y faire, qui sont des représentants de l'industrie, et sans lesquels je ne peux pas prendre de démission. C'est ça qu'il a verbalisé. Ça aurait dû être un tollé en France. Il faut comprendre ça. Ça aurait dû être un tollé. C'est passé comme une lettre à la poste. Et lui, il a dit, je démissionne pour qu'il y ait une prise de conscience et que ça change. Ça n'a rien changé. Parce que c'est tellement une institution, ces lobbies, qu'il faudrait tout revoir. Et il faut tout revoir. Et là, on voit bien que le lobby de l'industrie pharmaceutique, il a tout écrasé. Tous les médecins de plateau sont payés. Là, vous avez Gilbert Deray, donc, qui parle de la santé des enfants. Il est néphrologue, donc il n'est pas pédiatre. Il a 161 000 € de conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique sur l'année 2020. Et ben, normalement, dans un média qui n'est pas corrompu, on ne lui donne même pas la parole. Ou alors, au minimum, on lui dit, est-ce que vous pourriez mentionner vos conflits d'intérêts comme la loi l'exige? Sauf que personne ne le fait. Donc, on ne fait plus la différence aujourd'hui entre marketing de lobby et information. Et les personnes tentant faire la formation sont ridiculisées parce que qui va payer les promotions, les spots publicitaires dans les médias? Eh ben, on se rend compte que ce sont l'industrie agroalimentaire notamment. Donc, ce qui nous fera comprendre que pourquoi j'ai parlé de la Guadeloupe, pourquoi il y a le chlordécone qui est interdit partout dans le monde soit autorisé en Guadeloupe, parce qu'il y a le lobby de la banane qui fait pression parce que c'est un pesticide qui leur permet de planter des bananeraies très fortes et qu'on va comprendre ensuite certaines lois si on tire le fil des lobbies. Mais si on n'observe pas le réel avec cet inconfort, on ne comprendra rien. Pourtant, objectivement, le monde dans lequel on vit est en partie dégueulasse parce que nous ne le possédons plus. Nous nous sommes laissés déposséder. Et là, il y a une notion de responsabilité individuelle à avoir là-dedans. Nous avons laissé la main au lobby. Par exemple, je parlais des produits laitiers tout à l'heure. Dans le programme national nutrition santé, il y a 27 membres. Sur ces 27 membres qui décident ce qu'on doit manger, 21 ont des liens avec l'industrie agroalimentaire et notamment laitière. Donc aujourd'hui, on voit que le Nutri-Score s'installe, s'impose, je dirais, mais c'est le produit des lobbies. C'est-à-dire quand on arrive à faire croire aux gens
qu'une pomme égale des chocs à pic parce que les deux valent B ou Nutri-Score, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est qu'on ne peut pas prendre les gens pour des idiots. Mais on tente de le faire quand même. Et par le jeu du réductionnisme toujours, et des lobbies et de la répétition médiatique, eh bien, ça s'impose. Donc, ce qu'on vit comme crise, elle est absolument désagréable, mais absolument nécessaire. Et donc, tant qu'on n'aura pas fait notre travail de conscience et d'éveil par rapport à ces choses-là, eh ben, on ne pourra qu'en subir les conséquences et de se poser en tant que victime. Par contre, on a une opportunité en tant qu'individu de se placer en tant qu'acteur, de se mobiliser, d'utiliser nos propres ressources pour dire, en fait, j'ai un pouvoir d'achat. Et en fait, cette société n'est rendue possible que par la circulation du flux d'argent. Donc, où est-ce que je mets mon argent et où est-ce que je m'informe? Et une fois qu'on s'est posé ces deux questions-là, on peut agir, on peut contacter énormément de puissance. Donc, voilà, l'humanité prendra le chemin qu'elle décide de choisir, où il y a deux catégories de personnes qui vont se décider, ceux qui s'informent et qui se positionnent, et ceux qui choisissent de continuer de vivre dans l'indolence et d'être aveuglés dans un système où on leur dit « tout va bien ». Si tout va bien, tout va bien. Pour moi, tout ne va pas bien. Donc, c'est ce que j'essaye de faire à travers toutes mes communications, de pointer du doigt et de faire comme ce que je disais de manière elliptique au début de l'interview, aller chercher de l'info, la synthétiser et la mettre à disposition. Et je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que moi, c'est mon filtre à moi. Et que libre à chacun d'avoir le sien, et que s'il y a des gens pour qui ça résonne, ils pourront retrouver de la pédagogie dans mes vidéos, dans ma maison d'édition, dans mes films, peu importe, où je tente de détailler tout ça, tout en proposant des solutions. Parce que le constat de réalité, c'est une chose, mais la solution, c'est une autre. Et des solutions, il y en a vraiment plein. Il y en a vraiment plein, et des gens de bonne volonté, des associations de personnes de bonne volonté, pour revenir à ta question, parce que évidemment, c'est un enjeu personnel, mais c'est un enjeu collectif. Et évidemment, on doit se mobiliser avec les personnes de bonne volonté et de bon sens, on va dire, qui se retrouvent dans nos aspirations. Et je pense que ce sera des micro-sociétés ainsi élaborées qui vont germer et qui sont déjà en train de germer, en fait. Est-ce que tu penses qu'on peut aller vers une convergence des approches, que ce soit santé naturelle, que ce soit médecine, entre guillemets, traditionnelle? Est-ce que, selon toi, il y a une direction au niveau de la santé pour une rénovation à la fois, une utilisation des différentes compétences et expertises de chacun? C'est pas que ça peut, c'est que ça doit et que ça va et que c'est en train, en fait. Si on observe aujourd'hui la pression des lobbies, elles ont réussi à faire dégager de l'hôpital des soignants. Vous avez des soignants qui ont démissionné ou qui ont été suspendus. Ça aurait dû être priorité nationale du peuple de se mobiliser pour ces gens-là qui les soignent, en fait. Les gens souffrent. Là, concrètement, tu ne peux plus te faire soigner parce que tu as des lits qui ferment, tu as des services qui ferment et tu n'as plus de soignants. Tu n'as plus assez de soignants. Donc, ces gens-là, de manière opportuniste, qui n'ont rien fait, quand ils vont dysfonctionner, vers qui elles vont aller, puisque l'hôpital est fermé, ou alors là, il faut être naïf pour croire qu'on ne va pas vers un système à l'américaine. Tu as de l'argent, tu te fais soigner, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te faire soigner. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui est en train de se passer concrètement. C'est la destruction programmée du système de santé qui est déjà en cours depuis 10-15 ans. Donc, ces soignants-là suspendus ou démissionnaires vont avoir du temps, ce sont des parias. Eh bien, moi, je leur propose, et c'est concret ce que je dis, c'est pas je leur propose là, c'est-à-dire que je suis en train d'élaborer concrètement des lieux de rencontre. Je lance une émission mardi prochain, là, le 21, sur la santé intégrative, où je ferai échanger des chirurgiens, des cardiologues, des médecins chinois, des praticiens ayurvédas, des naturopathes, des homéopathes, des médecins généralistes pour dire voilà une problématique de santé. Comment vous agissez en tant que praticien avec votre pratique? Première chose. Deuxième chose, comment on peut mutualiser nos connaissances et nos actions pour être efficaces sur le terrain de la personne. Et donc, pour moi, la médecine de demain, ça va être celle-là. Alors, il y en aura deux, c'est toujours dual, en fait. Il y aura la médecine de labo, de lobby, de fric, pour vendre à celui qui aura de l'argent, et il y aura la médecine de terrain pour ce que j'appelle la médecine populaire humaniste. Et on va aller là-dedans, et moi, toute mon énergie, je la mets là-dedans. Tout ce que je vais faire sera tourné là-dessus. Tout ce que je vais faire. Et je suis persuadé que ça va fonctionner. Et voilà, on va le faire.
Et on va vraiment le faire et les gens vont comprendre qu'ils sont aussi acteurs de leur santé, qu'ils n'ont pas à attendre d'une blouse blanche, qu'ils n'ont pas à attendre d'un diagnostic, qu'ils peuvent faire de la prévention et qu'ils peuvent même faire de l'action. Quand ils ont une bonne équipe pédagogique et de prise en charge autour d'eux, avec à la fois des gens qui sont scientifiques et d'autres qui sont empiriques et intuitifs, eh ben, ça va faire une médecine incroyable. Et je suis très heureux d'être à cette époque pour voir naître ça, parce que c'est ce que je fais depuis une douzaine d'années. Donc, moi, ça va se produire. Il y a des gens qui vont rester sur le carreau, hein. Si tu sais rester à l'ancien monde et puis de te faire soigner, pour moi, ça s'appelle ça une médecine médiévale, quoi. Même, ta balle là, bah, on enlève ça, on coupe ça, on supprime ça par une molécule. Enfin, on est où là? Des millénaires d'évolution pour en arriver là. Mm. T'as mal aux intestins, ben on te coupe un bout d'intestin. Ouais, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir quand même à ce que tu manges avant? Non, non, ça n'a rien à voir, on coupe. Ok, bon. Si ça satisfait les praticiens et les patients, eh ben, tant mieux qu'ils aillent dans cette voie-là. Moi, ça ne me satisfait pas, en fait. Ni en tant que praticien, ni en tant que je n'ai pas envie qu'on me soigne, en disant j'ai mal là, ben, je vous l'enlève, vous aurez plus mal. Si c'est ça la science, si c'est ça des millénaires d'évolution, si on arrive à aller sur Mars d'un côté en disant bah, ça c'est le progrès, puis que le progrès, ça soit de t'enlever un intestin parce que quand tu manges un aliment, ça te fait mal, moi je vois ça comme une régression, quoi. Je ne vois pas la différence entre on va dire l'homme de Paléo qui venait fracasser des membres qu'amputés parce qu'il y avait une fracture qui s'infectait. Je ne vois pas la différence, en fait. Mais après, justement, chacun pourra avoir sa médecine et c'est très bien, quoi. Donc il y aura évidemment. C'est toujours dual, un mouvement. Et c'est pas bon ou mauvais d'un côté, il ne faut pas entendre ça, hein. C'est qu'en fait, la vie, c'est un champ d'expérimentation. C'est l'expérimentation du libre arbitre. Donc, tu peux choisir de te faire soigner comme ça ou autrement. Mais ça va te demander des efforts, en fait. Parce que ce n'est pas tout cuit. Mm. Donc, on essaye qu'il y ait le moins d'efforts à fournir possible en termes d'intellect et de structure. Et pour accompagner cette réinformation, donc il y a toute l'activité que tu fais avec Exuvie, donc dans cette approche aussi de prévention et de diffusion de contenu de prévention. Est-ce que tu peux aussi nous parler de cette activité-là et de, des buts et des objectifs d'Exuvie? Transmettre de l'information en vidéo, euh, c'est ce qui se fait beaucoup. Alors, c'est bien, mais c'est limité. Parce qu'il y a tu imposes un rythme de contenu. Alors moi, je parle assez lentement en général, donc ça va, mais quand même, il y a beaucoup d'informations qui sont balancées. Le livre, ça te permet d'être plus exhaustif, et moi, je fais mes vidéos improvisées. Donc forcément, j'oublie des choses. Si je décide d'écrire ou d'éditer un livre, je vais faire plus attention à la recherche, je vais être plus exhaustif, je vais être plus structuré. Et surtout, le lecteur, lui, pourra mettre pause. Avec ses yeux, il pourra mettre pause, réfléchir, laisser infuser, voir ce que documenter et revenir ensuite sur le livre. Ce qui est moins évident pour la vidéo. On peut dire, on peut faire pareil, on met pause. Ah, on sait tous que ça ne se passe pas comme ça, en fait. Parce qu'après, bah, tu as un autre onglet, tu as un autre truc, tu fermes ton onglet, bref. Tu peux prendre tes notes et ça reste. Et en fait, tu es moins dans l'émotion et la distraction. Là, il y a un média audiovisuel. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'audio. Par exemple, les podcasts, j'adore ça. Tu es concentré que sur un médium. La vidéo, c'est sur plusieurs médiums en même temps. Et le livre, là, tu es dans une intimité, tu es presque en introversion. Quand tu lis, tu es en fusion avec ton livre. Il n'y a que toi qui es avec ton livre. Quand tu regardes une vidéo, tu peux regarder la vidéo à plusieurs. Tu ne peux pas lire un livre à plusieurs. Donc, tu es tout seul avec la pensée d'un auteur, ta pensée à toi qui vont se confronter. Et tu développes une intimité très particulière que tu retrouves pour moi que dans le livre. Et, sur laquelle tu vas pouvoir aller en profondeur. Donc, le fait d'avoir fondé Exuvie, c'est d'être plus exhaustif sur des sujets par des compétences que je n'ai pas, donc des auteurs particuliers, et d'avoir ce regard circulaire sur le vivant, avec l'endocrinopsychologie avec Jean Duchazot, avec l'hygiénisme, avec le biologisme de Désiré Mérien, avec l'hormèse de Leonardo Pelagotti, le témoignage sur la guérison du cancer par Guy Tenenbaum, sur les ondes électromagnétiques et la 5G à travers Florence Rolando, enfin bref, d'essayer d'avoir vraiment cette globalité pour qu'on puisse presque faire une formation en fait. Et ça passe que par le livre selon moi. Donc, et puis c'est un temps lent. La vidéo, c'est un temps rapide. Le livre est un temps lent. Et donc, il faut proposer toujours en rythme dual
là, tu développes une autre pensée, tu peux y revenir. C'est rare que tu re-regardes une vidéo. Par contre, tu vas aller repicorer des aspects spécifiques dans le livre. Donc, pour moi, c'est très complémentaire de la vidéo, mais ça amène quelque chose d'unique. Et puis, une vidéo, ça peut se faire très rapidement. Un livre, c'est un temps lent, ça demande du temps, ça demande des moyens. Et donc, tu façonnes quelque chose, tu façonnes un objet, tu y mets une intention, tu peux y mettre du beau, et en fait, tu peux magnifier un contenu. Par la vidéo, c'est plus complexe. Voilà en gros pourquoi. Pour moi, c'est Exuvie, c'est une bibliothèque, une formation par correspondance telle que je voudrais la transmettre. J'aime cet auteur, j'aime cette thématique, je veux la proposer au public afin qu'il mette des pièces du puzzle les unes à côté des autres et puis qu'il ait un regard. Mais ça, c'est un temps pédagogique long. J'espère que je pourrai le faire jusqu'au bout. Parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter. Qu'est-ce qui te semble essentiel aujourd'hui pour toi et qu'est-ce qui te tient à cœur aujourd'hui de partager? Euh, que nous sommes des êtres sensibles et subtils, prioritairement, et qu'on a un vaisseau de chair, d'os, de tendons qui nous permet de nous réaliser. Et qu'en fait, quand on ne se réalise pas, on est en disharmonie et apparaissent des dysfonctionnements au niveau psychique et métabolique. Et que nous sommes des êtres profondément spirituels avec des aspirations et une existence spirituelle, intégrés dans le matérialisme du monde partagé, mais ne pas oublier cela. Et cette crise, pour moi, que nous nommions, elle est avant tout spirituelle, parce que ce sont des choix spirituels que nous avons faits ou pas faits, et que nous n'en sortirons que par la foi et la spiritualité et le fait de donner la meilleure partie et la meilleure essence de nous-mêmes. Sinon, nous sombrerons dans le bas et dans le médiocre, mais je pense que nous n'irons pas dans cette zone-là. Nous irons vers le grandiose et le beau, mais comme une crise de détoxination, il faut passer par des moments peu agréables, mais accepter d'observer le réel et de transformer ce qui dysfonctionne et que nous participons à faire dysfonctionner est la tâche que nous avons à accomplir individuellement et collectivement. Voilà, c'est ça qui vient en ce moment et c'est ça qui m'anime en ce moment. Merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. Je vais te poser la question rituelle pour terminer. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? N'oublions pas qui nous sommes. Et l'humanité, c'est quoi? C'est notre avenir. Intégrer le fait que ce soit représenté par nos enfants, notre avenir. Qu'est-on en train de faire aux enfants aujourd'hui? Et dans quel état se trouvent nos enfants aujourd'hui? C'est juste une question. Ce que j'ai envie de laisser, c'est ça. Dans quel état se trouvent nos enfants aujourd'hui? Parce que l'avenir de l'humanité, c'est ça. Ce sont ces enfants-là. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont dans l'harmonie? Est-ce qu'ils sont dans la joie? Voilà. C'est cette question-là que je laisse en suspens à toutes les personnes qui ont des enfants autour d'eux, qui peuvent être parents. Et c'est la seule chose qui devrait nous animer. On observe les animaux, ils sont figés sur leur progéniture. Là, j'étais pas loin de sangliers, pas vers chez moi. La mère grogne quand on approche ses petits. L'oie hurle quand il y a des petits et qu'on approche à moins de 10 mètres. Certains humains, beaucoup trop d'humains, laissent s'approcher de dangereuses aiguilles vers leurs enfants. Est-ce qu'on est encore relié à qui on est? Voilà, c'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de l'avenir? Merci beaucoup pour cette conclusion. J'invite ceux qui nous écoutent à aller dans la description pour trouver les différents canaux de communication de Fabien ainsi que les différents liens vers Exuvie et tes différentes œuvres. Dans la description, vous trouverez également des liens pour soutenir le podcast et participer à la plantation de forêts comestibles, forêts nourricières. Vous pouvez faire un don pour permettre la plantation d'arbres fruitiers dans l'idée de ce projet-là. Merci encore, Fabien.
Merci beaucoup à toi, c'était très agréable comme échange. Et puis, super initiative de planter des arbres. Il faut planter des arbres. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain podcast. À très vite.